Bonjour, Monsieur Laville. Bonjour, Monsieur Manieli. C'est un grand plaisir d'avoir vous ici avec Genalto Carvalho de França Filho, de l'Université fédérale de la Bahia. Genalto, salut. Salut Jean de la Ville, salut André Maniel, Bonjour. salut Fanny. Bonjour à tous. Genalto, s'il vous plaît, vous pouvez commencer l'entretien? Voilà, tout d'abord, un grand remerciement à Jean-Louis Laville pour me rejoindre là, pour cet formidable entretien. Ça fait longtemps que j'aimerais bien avoir un entretien comme celui-là avec lui. Donc, Jean-Louis Laville, il a une œuvre intellectuelle assez, je dirais, puissante et trop intéressante. D'ailleurs, il y a un volume important, une cinquantaine de livres publiés, et énormément en quantité d'articles, de chapitres de livres, enfin, d'organisations de revues, etc. Vous pouvez le trouver sur le site jeanlouislaville.fr. Et en fait, l'idée de cet entretien, c'est de pouvoir un peu parcourir le travail de recherche de Jean-Louis Laville, de connaître ses inquiétations intellectuelles depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Jean-Louis Laville, il est un penseur, disons, trop soucieux des questions qui rappellent le sujet de l'émancipation, de même que les questions du changement social. Et il se place dans ce terrain-là, je dirais, d'une façon assez originale, assez originelle. Lui, il travaille avec une approche interdisciplinaire importante. Depuis le départ, Jean-Louis a toujours voulu relier la sociologie et l'économie, aussi bien la sociologie, l'anthropologie et l'économie, en rappelant quelques projets fondateurs, notamment celui de Calpolani. Mais au fur et à mesure, Jean-Louis a pu élargir un peu. Il travaille beaucoup dans ces terrains, dans ces champs disciplinaires, disons, sociologie, anthropologie, économie, philosophie politique, gestion, et avec des sujets aussi importants qu'il est toujours en train d'articuler. Jean-Louis a beaucoup écrit sur travail, solidarité, économie, association, démocratie, économie solidaire notamment, l'innovation sociale. Ce sont des sujets majeurs qui font partie des travaux de Jean-Louis Laville. Donc, nous voudrions connaître un peu ce travail, Jean-Louis. Donc, la première question, c'est un peu de savoir à l'origine quels étaient tes soucis du départ, disons. Quelles étaient ces inquiétations initiales qui t'a fait rentrer un peu dans les champs de la recherche. Voilà, Jean-Louis, merci beaucoup. Genauto, c'est vrai que la question initiale des recherches, elle est liée à ma formation. C'est-à-dire que j'ai une formation qui est une formation en économie et en gestion, dans le système particulier à la France que l'on appelle le système des grandes écoles. Et donc, ça m'a sensibilisé à la force qu'avait cette approche mainstream. Et évidemment, la question qui en découlait et qui a été celle qui m'a plongé dans le monde de la recherche, c'est s'il y a une telle force dans nos sociétés contemporaines des lois de l'économie et que celles-ci ne peuvent pas être changées, finalement, il ne reste plus beaucoup d'espace pour la démocratie. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de démocratiser l'économie? Parce que si l'économie reste en dehors du processus de démocratisation, on voit bien qu'aujourd'hui, elle réduit ce qui peut être l'espace démocratique. Et donc, c'est à partir de cette interrogation initiale que j'ai commencé, tout d'abord en allant voir du côté de l'expérience qui était très favorablement commentée à l'époque, qui était l'expérience de l'autogestion yougoslave, qui semblait avoir proposé un chemin de démocratisation de l'économie. Cette première enquête en Yougoslavie, qui a duré plusieurs années, a été une enquête qui s'est achevée par une grande déception, puisque le numéro de revue que j'en avais tiré s'appelait « Les habits neufs du président Tito », c'est-à-dire montrer que finalement, l'expérience yougoslave n'avait pas rompu complètement avec la tradition stalinienne et que malgré le fait que l'autogestion yougoslave était très bien vendue à l'étranger, était très favorablement commentée
dans un certain nombre d'autres pays. À l'intérieur de la Yougoslavie, on pouvait constater des problèmes comme l'interdiction des grèves, qui montrait bien que l'autogestion n'était pas celle qu'on nous présentait à l'extérieur. J'avais aussi travaillé sur la manière dont un certain nombre de pratiques culturelles et artistiques étaient réprimées dans la Yougoslavie kitiste. Donc ça m'a amené à un certain scepticisme sur la possibilité d'avoir un processus de démocratisation de l'économie qui soit impulsé du haut, impulsé par les gouvernements, qui soit un processus descendant. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis plus intéressé à des perspectives de démocratisation de l'économie plus micro, au niveau des entreprises. Et là, c'est vrai que la période en France s'y prêtait, puisque nous avons eu un changement important de régime dans le début des années 80, avec l'instauration de nouvelles lois d'expression et de participation des salariés dans les entreprises. Et donc, j'ai essayé, avec des collègues qui avaient travaillé depuis fort longtemps sur ces questions, en premier lieu Daniel Mottet, de voir ce qu'impliquaient ces groupes d'expression et de participation dans les entreprises. On a constaté qu'il y avait des limites, parce qu'à un moment donné, les expérimentations en matière d'expression des salariés se heurtaient à des obstacles qui tenaient par exemple à l'organisation du travail, mais aussi au pouvoir de décision. Et donc, ça m'a amené à ce moment-là à voir s'il n'y avait pas des organisations dans lesquelles ces barrières qui existaient dans la plupart des entreprises entre les salariés et les actionnaires pouvaient être soulevées, ou du moins être plus relativisées. Et donc, ça a entraîné un premier ensemble de recherches aussi au début des années 80 sur qu'est-ce qui se passe dans les coopératives de travail. Et là aussi, ça m'a amené à m'éloigner d'un certain romantisme que l'on peut avoir parfois vis-à-vis des coopératives de travail, qui sont considérées comme étant les lieux par excellence de l'expression des salariés. Là aussi, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, et que les coopératives de travail, si elles agissent sur la propriété, parfois sont très traditionnelles au niveau de l'organisation du travail, et là aussi vont avoir un certain nombre de difficultés à faire avancer la participation et l'expression des salariés. Et au même moment, il y avait aussi tout un ensemble de tentatives très floues, très désordonnées de la part de jeunes qui se confrontaient au problème du chômage et qui essayaient non pas de mieux présenter leur curriculum vitae pour trouver un emploi, mais de trouver des moyens de vivre à travers des projets collectifs. Dans des squats, par exemple, dans des actions qui étaient menées aussi dans des espaces ruraux. On voyait une multitude de tentatives. Et donc, ce que l'on a essayé d'entamer à partir de ce moment-là, c'est un tour de France de ces pratiques, pour voir comment est-ce que ces pratiques essayaient de se frayer un chemin dans des conditions qui n'étaient la plupart du temps pas favorables. Et donc, pendant 2 ans, on a animé un journal qui s'appelait Jeunes et Acteurs, qui voulait faire une sorte de moyen de discussion entre des expériences de ce type qui se menaient dans toute la France. Et on voyait bien dans cette première approche qu'il y avait à la fois des rapports entre ces expérimentations qui étaient en train de naître et la tradition des coopératives, mais que ce n'était pas la même chose. Et finalement, c'est cela qui nous a amené à formuler l'hypothèse de l'économie solidaire, c'est-à-dire
à la fois du prolongement des formes de l'économie sociale, dont la forme emblématique était la coopérative, mais qui inclut également l'association et la mutuelle. Donc, d'une continuité de cette tradition, mais aussi d'une critique de cette tradition. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'aller voir de plus près tout un ensemble d'expériences qui, à la fois, avaient des points communs avec cette économie sociale instituée, mais en même temps, étaient des émergences instituantes qui ne se reconnaissaient pas complètement dans l'économie sociale traditionnelle. Et donc là, ça a été vraiment le premier temps de travail très long, puisque ça a été de l'ordre de plus de 5 années de recherche, à essayer de voir précisément ce qui était en train de se passer dans ces pratiques sociales et économiques, et de voir en quoi est-ce qu'elles se singularisaient. Et ça nous a amené à ce moment-là à constater l'inadéquation des systèmes de soutien et d'accompagnement qui étaient proposés à ces projets collectifs, puisque ces systèmes étaient très indexés sur la création d'entreprises marchandes et que ça ne correspondait pas véritablement à ce que voulaient faire ces groupes. Et peu à peu, à travers des itérations multiples entre le groupe de recherche qui essayait de comprendre et les acteurs qui réfléchissaient à leurs pratiques, on est arrivé à essayer de synthétiser ce qui était en train de se passer autour de 2 idées principales. La première idée, c'est qu'il ne s'agissait pas d'économie uniquement marchande, et c'est là qu'on a croisé Polanyi, c'est-à-dire que, effectivement, puisque la critique de Polanyi était celle du sophisme économiste, c'est-à-dire de la confusion entre économie et marché, on voyait bien qu'il y avait une capacité heuristique de la grille théorique de Polanyi pour aborder ces expériences qui, justement, tentaient d'instaurer des formes économiques au-delà du marché. Et même pas forcément en dehors du marché, mais au-delà du marché. Et au-delà de l'État également. Et donc, il y avait une façon d'envisager une viabilisation, une stabilisation de ces expériences autour des hybridations entre différents principes économiques qui nous semblaient intelligibles à travers la proposition qui a été faite par l'école substantiviste des économistes emmenée par Polanyi, mais avec bien d'autres participants. Donc ça, c'était la première pierre à cette théorisation de l'économie solidaire, c'est-à-dire que, contrairement à l'économie sociale, la question ne se joue pas uniquement dans une forme d'entreprise particulière, dans une forme d'organisation particulière, elle se joue dans un rapport à l'économie, dans une autre façon d'envisager l'économie, et dans une économie qui ne soit pas modelée, formatée par le modèle marchand. Et le deuxième point qui nous a semblé important, c'est que les groupes avec lesquels nous travaillons insistaient sur le fait que, oui, ils voulaient vivre des projets qu'ils mettaient en œuvre, mais leur objectif était aussi celui d'une transformation sociale plus large. Et donc, ce n'était pas simplement une entreprise dont il s'agissait, c'était aussi un projet de changement social à différentes échelles, qui peut être très modeste ou qui peut être plus large. Mais l'idée, c'était que finalement, ce qui se combinait dans ces expériences, c'est ce qui avait été institutionnellement séparé, y compris par les disciplines des sciences sociales, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'économie et ce qui est de l'ordre du politique. Et donc, ces expériences plaidaient pour rassembler ce qui a été séparé, c'est-à-dire la sphère économique et la sphère politique, et de montrer que ces expériences à dimension économique étaient des expériences qui avaient aussi une dimension politique. Et là, on a rencontré une autre pensée, qui est la pensée d'Habermas, qui lui aussi avait réfléchi sur des formes de démocratie plus participative, plus délibérative à travers le concept d'espace public. Et il nous a semblé que ce que mettaient en exergue ces expériences, c'était des espaces publics de proximité,
c'est-à-dire des espaces publics très modestes, mais dans lesquels l'expression publique était essentielle. Et donc, à l'inverse d'Habermas, qui considère que les espaces publics ne peuvent advenir qu'en dehors de l'économie, nous avons pensé qu'il y avait là une possibilité que des espaces publics de proximité se positionnent dans des expériences qui sont aussi à dimension économique. Et donc, on voyait bien se profiler là une autre façon d'envisager la démocratisation économique qui était très loin à la fois de la démocratie industrielle des années 60-70, qui était très loin aussi finalement de l'économie sociale traditionnelle et qui était en train d'émerger à travers ce que l'on proposait d'appeler économie solidaire, pour à la fois faire signe vers l'économie sociale, mais aussi pour montrer ce qui distinguait ces expériences, en particulier par leur double dimension économique et politique, qui n'était pas simplement une autre forme d'entreprise non capitaliste, mais qui était aussi un questionnement tant de la sphère économique que des rapports entre celle-ci et la sphère politique. Alors après, ce qui se posait comme question, c'est est-ce qu'il s'agissait d'une bizarrerie observable dans quelques contextes français, voire francophones, ou est-ce qu'il s'agissait d'un mouvement plus général? Ça a amené à une recherche qui a concerné plusieurs pays en Europe à la fin des années 80, qui a été publiée sous le titre « Les services de proximité en Europe », puisque c'était beaucoup autour des services, par exemple l'aide aux personnes âgées, par exemple la garde des jeunes enfants, par exemple des services environnementaux. Donc, il s'agissait de services nouveaux sur le plan local, territorial, qui étaient en train de se chercher, parce qu'effectivement, ils n'arrivaient pas à se stabiliser forcément, mais ils étaient en train de se chercher. Et on a vu que ce phénomène qui avait été observé en France était aussi observable dans d'autres contextes, depuis l'Allemagne, en passant par l'Italie, l'Espagne. En tout cas, là, on était dans un contexte européen qui, à l'époque, incluait aussi le Royaume-Uni, d'ailleurs. Et donc, à la fin du XXe siècle, on est arrivé à voir qu'il y avait une importance d'envisager ces émergences dans une perspective internationale. Et on reviendra avec Jenna Otto, puisque c'est une partie du parcours que l'on a fait ensemble, sur comment cette dimension internationale ne pouvait pas se limiter à l'Europe. Mais je reviens un instant en France, c'est qu'il y avait une telle incapacité des institutions à entendre ce qui était le cœur de ces expériences, que ça posait tout un ensemble de problèmes. C'est-à-dire que ce qu'on voyait, c'est que effectivement, les acteurs qui étaient dans ces pratiques se heurtaient à des murs d'incompréhension. D'où l'idée que finalement, il ne suffisait pas de multiplier les expériences parce qu'elles risquaient finalement de produire des échecs, voire des frustrations pour les acteurs concernés, mais qu'il y avait toute la question de comment est-ce qu'elles sont prises en compte ou rejetées par leur environnement institutionnel. Et donc ça a amené à essayer de travailler en deux temps. Premier temps, ça a été de réunir une centaine d'expériences de ce type en France pendant 3 ans et d'accompagner ces expériences à travers des accompagnements de terrain, mais aussi des séminaires communs qui étaient faits régulièrement tous les 3 mois entre l'ensemble des acteurs de ces expériences, et de constituer donc un groupe national qui soit un peu l'interface entre ces expériences et un certain nombre d'institutions. Ça n'a pu être réalisé que très partiellement, parce qu'il y a eu une très grande résistance des institutions à cette démarche. Et donc, ça a amené à reprendre les choses autour d'une autre opportunité qui était en fait l'opportunité d'une nouvelle politique publique qui se construisait dans une région du nord de la France et qui faisait appel à la participation citoyenne pour son élaboration. Et donc là, ça a été possible de mettre en place un travail qui était un travail
de finalement aller rencontrer une cinquantaine d'expériences régionales et de dire, voilà, aujourd'hui, les politiques publiques ne répondent pas à vos besoins. Ça serait quoi une politique publique qui répondrait à vos besoins? Et en fait, ce qu'on a constaté à ce moment-là, c'est que le dialogue entre les expériences et une institution comme l'institution régionale n'est effectivement pas facile. Et que là, le rôle de la recherche peut être aussi un rôle de traduction pour faire que ces deux univers puissent rentrer dans une élaboration commune. Et donc ça a donné la première politique régionale des services de proximité, envisagée dans une perspective d'économie solidaire, qui a ensuite été un élément parmi d'autres qui a été repris dans la généralisation de ce que sont devenues des politiques d'économie sociale et solidaire au niveau régional, puisque aujourd'hui en France, la très grande majorité des régions a adopté des politiques d'économie sociale et solidaire, ce qui n'était pas du tout le cas avant le XXIe siècle. Et c'est peut-être c'est bien qu'on s'arrête là et que l'on reprenne peut-être ce qui a été le cheminement commun avec Jenna Otto, mais aussi avec un certain nombre de collègues d'Amérique du Sud dans ce qui a été effectivement plutôt le début du XXIe siècle. Donc, juste pour reprendre un peu, parce que Jean-Louis, il a non seulement parlé du tout début de son parcours, mais il a déjà avancé pour montrer comment il a bien pris les fondements de son analyse de l'économie solidaire, autour de la question de l'hybridation des ressources et de la question de l'espace public de proximité. Maintenant, je voudrais savoir un peu plus, Jean-Louis, sur deux aspects. Un, sur le plan, disons, empirique de recherche, comment tu évolues dans ton parcours pour, par exemple, aller au-delà de l'Europe et commencer à entretenir plus des liens avec d'autres continents, notamment chez nous, en Amérique latine. Et ça, c'est un volet, pour que tu puisses nous parler aussi un peu. Et l'autre volet, c'est comment vous allez grandir dans votre approche théorique en rajoutant d'autres concepts clés qui deviennent des concepts clés pour vous, en fait. Voilà, en ce qui concerne notre réalité, je me rappelle bien qu'on a écrit ensemble quelques publications et vous avez aussi travaillé avec beaucoup d'autres chercheurs en Amérique du Sud et en Amérique latine en général, notamment avec José Luis Courage, aussi avec Luis Inácio Gage. Et avec moi, on a fait un livre qui s'appelle Économie solidaire, Économie solidaire et une abordage internationale, en 2004, et ensuite Action publique et économie solidaire en 2005 en France et en 2006 au Brésil, pour justement relier un peu et faire une première analyse comparative entre des expériences des politiques publiques aussi bien en France qu'au Brésil, par exemple. Donc, vous pourriez reprendre à partir de ça et nous parler un peu de votre continuité en termes de parcours de recherche. Alors, merci. En fait, ce qui me semble, c'est que, et c'est ça qui différencie peut-être de la théorie critique traditionnelle dont on pourra reparler tout à l'heure, c'est que, et c'est là où le message des épistémologies du Sud est très important, c'est que je pense qu'il faut se donner les capacités de comprendre ce qui est en train de se passer dans certaines émergences. Or, si l'on prend par exemple l'économie solidaire, pour beaucoup de penseurs qui sont dans une théorie critique traditionnelle, par exemple post-bourdieusienne, ces émergences ne sont que des formes de sous-service public qu'il faut condamner et que les acteurs sont incapables de saisir ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il y a cette idée que seul le savant pourrait connaître la vérité de l'histoire et que les acteurs eux-mêmes seraient forcément pris dans l'illusion. Je crois que ça, c'est ce dont il faut sortir. Et la manière d'en sortir, c'est
de suivre un petit peu les préconisations qui sont celles de Latour, hein, c'est-à-dire de passer par une forte description, et j'ajouterai avec Gibson Graham qui parle plus de l'économie, de passer par une première phase de forte description et de faible théorisation. C'est-à-dire pour ne pas plaquer des théorisations préexistantes sur des réalités qui sont en train de se former, il faut se donner les moyens d'approfondir ce qui est en train de se passer. D'où le fait que le parcours que je décrivais est un parcours qui a duré plus d'une dizaine d'années en tout, où il s'agissait effectivement de voir ce qui était en train de se passer dans ces émergences. Et c'est après que le rapport avec ce qu'amenait Polanyi et ce qu'amenait Habermas a pu être élaboré, parce que sinon on étouffe les émergences dans des théories déjà constituées qui, d'une certaine façon, ne rabattent tout ce qui est en train de se passer sur ce qui est déjà institué. Or, il faut arriver, et c'est là où je crois qu'il y a véritablement une pensée très forte quand Boaventura de Sousa Santos articule sociologie des absences et sociologie des émergences. Parce qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la réalité européenne. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les émergences de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle se heurtent à tant d'incompréhension, y compris des chercheurs les plus éminents? C'est parce qu'il y a eu une opération d'invalidation symbolique qui opère depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire que si ces émergences sont si difficiles à cerner, c'est parce que tout ce qui est de l'ordre de l'association a été l'objet d'une mémoire oubliée dans un récit qui, à partir de la fin du XIXe siècle, a privilégié le marché et l'État. Et finalement, tout ce qui était de l'ordre de l'association a été renvoyé à une sorte de socialisme utopique qui aurait précédé une forme de socialisme plus mature et qui passait par l'intervention de l'État. Et donc, on voit bien qu'il y a toute une partie de notre histoire qui nous a échappé, dont nous avons été privés. Et c'est le travail que l'on a aussi commencé à faire dans les rencontres à laquelle tu avais participé à Barcelone, mais aussi ensuite à Lisbonne où tu étais Genauto, c'est-à-dire de voir comment aussi le fait de vouloir prendre en considération ces émergences nous amène à réfléchir sur les absences de nos propres histoires et de voir comment la réflexion sur les absences peut nous éclairer sur ce qui est en train d'émerger. Donc je pense que le premier souci, c'est de ne pas étouffer ce qui est en train de chercher ses formes dans des cadres analytiques qui auraient été préconstitués et qui ne respecteraient pas finalement ce qui est en train de se faire en le ramenant à des formes déjà instituées. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, l'ouverture internationale est aussi une aide tout à fait précieuse pour arriver à formuler ce que dans nos traditions nationales, nous n'arrivons jamais à formuler entièrement. D'où les premiers contacts qui ont été faits sur les rencontres internationales de l'économie solidaire, avec la première rencontre qui a eu lieu sur globalisation de la solidarité au Pérou à la fin du XXe siècle, mais ensuite, surtout à partir de 2001, le changement de regard qui s'est opéré sur ces émergences à travers le passage de ce qu'on pourrait appeler l'antimondialisation à Porto Alegre à ce qu'on a appelé l'altermondialisation. C'est-à-dire que dans l'antimondialisation, on pouvait dire qu'on restait un petit peu dans la théorie critique habituelle dans laquelle tout cela était plutôt des leurres qui détournaient de la tâche prioritaire révolutionnaire. Et que, en fait, à partir de 2001, à partir du premier débat qui a eu lieu devant des milliers de personnes sur l'économie solidaire à Porto Alegre, avec José Luis Coraggio et d'autres participants, on s'est rendu compte que
il y avait dans différents continents des gens qui étaient mobilisés autour de ces émergences, hein, et que ça nécessitait que ces émergences soient véritablement pensées. Et c'est là qu'a émergé donc l'idée de pouvoir donner modestement quelques coordonnées de ces expériences, hein, et ça a embrayé à partir de travail qui avait été fait par Antonio David Catani au Brésil sur une autre économie, hein, et donc on est parti sur une conception qui voulait s'arrimer sur des recherches internationales pour constituer donc ce qui a été disponible, je crois, en 6 langues, hein, c'est-à-dire le dictionnaire de l'autre économie, hein, et qui nous a bien montré aussi les difficultés d'approche de ces émergences, parce que autant on a pu faire assez facilement le dictionnaire de l'autre économie dans les langues latines, français, italien, espagnol, portugais par exemple, autant ça a été très difficile de le traduire en anglais. On a été obligé en fait de faire un autre livre, parce que le type de conversation que nous arrivions déjà à mener entre langues latines était absolument incompréhensible en anglais. D'où on voit bien aussi ce que ça signifie dans le monde de la recherche internationale aujourd'hui, où les rapports de force sont déséquilibrés. C'est-à-dire combien de livres anglophones dans lesquels il n'y a que des références anglophones, et dans lequel tout ce qui est balayé dans les dictionnaires de l'autre économie reste absolument imperceptible. Donc il y a eu ce travail qui a commencé et qui a continué, comme tu le mentionnais, aussi avec le travail sur action publique et économie solidaire, donc on en a publié à la fois au Brésil et en France. Et là, l'idée était de faire dans un moment qui était un moment d'implantation des premières politiques publiques dans ce domaine, un dialogue entre 3 catégories finalement de contributeurs: les responsables publics au niveau local, régional et national, avec Paul Singer par exemple, et puis les chercheurs et les acteurs des expériences d'économie solidaire elles-mêmes. Donc c'est aussi le fait qu'à un moment donné, la manière de situer la recherche n'est plus simplement de faire des recherches sur, mais de faire des recherches avec, hein, c'est-à-dire avec les acteurs, hein, et de montrer comment il y a de toute façon une élaboration qui se fait par le croisement des savoirs, à la fois des savoirs praticiens et puis des savoirs que l'on qualifie de scientifiques habituellement, mais aussi que si l'on veut aborder la question de la démocratisation économique à travers le changement institutionnel, ça suppose aussi d'impliquer dans cette discussion les responsables publics, hein, et c'est un peu ce qui a été fait, je le citais tout à l'heure pour la France, mais c'est un peu ce dialogue en train de s'amorcer dont a voulu rendre compte aussi l'ouvrage Action publique et économie solidaire. Alors c'est vrai qu'on avait fait il y a quelques années un ouvrage sur l'innovation sociale, et on vient de refaire un ouvrage qui s'appelle Critique de l'innovation sociale, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les 10-15 dernières années, mais pas simplement en France, pas simplement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie, ou en Amérique du Sud, pour reprendre les contributions qui ont été faites par Genauto et ses collègues, s'est imposée une façon d'envisager l'innovation sociale qui est très entrepreneurship, hein, qui est très basée sur cette idée d'un social business, hein, qui serait cet horizon que proposent Yunus et d'autres de capitalisme à but social. Et il peut tout à fait y avoir un espace pour ce social business, mais le problème que l'on rencontre dans certains pays, c'est que
et ça, nous on le constate en France, c'est que cette vogue, cette mode du social business invisibilise tout un ensemble d'autres expériences qui ont une conception moins entrepreneuriale et beaucoup plus citoyenne. C'est-à-dire que ce que l'on a constaté et ce qui peut être lu dans l'ouvrage, c'est que dans certaines régions, en fait, le social business accapare l'ensemble des interlocuteurs publics et amène à ce que tout un ensemble d'autres innovations, d'autres initiatives soient délaissées. Et ce que nous avons voulu mettre en lumière dans cet ouvrage, c'est le risque d'une conception de l'innovation sociale très managériale, très élitiste, qui ne permet pas à ce que tout un ensemble d'innovations, d'initiatives aujourd'hui soient entendues. Et nous avons voulu présenter aussi des politiques publiques d'un autre type qui justement essayent d'intégrer ces initiatives en leur sein. C'est pour ça que l'expérience de Barcelone, dans les 5 dernières années, occupe une place importante dans l'ouvrage, en particulier avec la participation de Joan Subirats, qui est à la fois un philosophe politique et un élu de la ville de Barcelone, parce que ce que Barcelone permet de montrer, c'est qu'il peut y avoir d'autres modèles, et en particulier un modèle qui soit beaucoup plus axé sur le repérage des innovations au niveau des quartiers, au niveau beaucoup plus quotidien, et qui ne s'enferme pas dans une vision élitiste qui est celle du social business, mais qui essaie de venir en appui aux innovations de la société civile et faire que les pouvoirs publics soient beaucoup plus en train de donner une ampleur complémentaire à un certain nombre d'innovations qui existent dans la société civile. C'est par exemple le cas de l'Ateneo Nou Baris, qui est très intéressant de ce point de vue-là, parce que cette expérience qui est aujourd'hui devenue un cirque social avec des activités artistiques, culturelles, une école de cirque pour les enfants du quartier. Pourquoi ça a cette force? Parce que c'est enraciné dans une expérience qui a été une expérience d'occupation pendant le franquisme, pendant la dictature, d'un lieu qui est devenu un lieu symbolique pour le quartier. Et à partir de cela, eh bien, la ville a essayé de faire de ce lieu associatif un lieu qui soit aussi la nouvelle antenne du service public dans le quartier. Donc on voit qu'il y a de nouvelles formes de combinaison entre le service public plus proche des citoyens et des formes associatives et coopératives. Et il nous semble que dans cette expérience-là, dans cette façon d'envisager les politiques publiques, on est plus effectivement en train d'essayer de voir comment réhabiliter le rôle de la solidarité démocratique que se contenter d'un certain nombre de formes de solidarité philanthropique qui sont, me semble-t-il, plus superficielles et qui ne sont pas en mesure de résoudre le problème de légitimité démocratique qui est en train de se poser dans nos sociétés actuelles. Oui, en fait, cet ancrage empirique fort que vous avez très bien décrit dans vos parcours de recherche, qui est relié à des fondements théoriques à la fois nouveaux et réélaborés, nous donne des possibilités assez intéressantes pour renouveler une pensée de gauche au XXIe siècle. Je sais bien que vous avez déjà travaillé là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur justement cette possibilité d'un renouvellement de la pensée de gauche à l'heure actuelle? Et notamment, à votre avis, quel serait un peu ce rôle en fait? C'est un peu ce sur quoi on avait insisté ensemble en parlant d'action publique plutôt que de politique publique. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, dans une pensée, y compris sociologique, qui a été très fortement marquée par l'étatisme, je crois qu'il est vraiment essentiel de considérer que ce qui est un facteur de démocratisation ne peut pas être envisagé sans qu'il y ait une nouvelle
façon de travailler entre société civile et pouvoir public. Et donc, l'action publique, ce n'est pas l'émanation des pouvoirs publics seulement. C'est une nouvelle façon d'agencer des initiatives citoyennes dans la société avec l'action des pouvoirs publics. C'est un peu dans ce sens-là que je citais tout à l'heure Barcelone. Et il me semble que il est important pour trouver des voies nouvelles, là aussi, de se nourrir d'un certain nombre d'apports. C'est ce qu'on avait aussi voulu commencer à faire dans ce livre qui s'appelait avec José Luis Coraggio les gauches du XXIe siècle. C'est de montrer que si on veut sortir de cette domination de l'économie que l'on mentionnait dès le départ, qui s'exerce par exemple sous la forme de la référence qui reste unanime à la croissance, qui reste unanime au développement, eh bien je pense que là aussi, il y a des pensées aujourd'hui qui, en dehors de l'Europe, nous aident à voir comment est-ce qu'il est possible de renouveler les cadres même de pensée. Et je pense qu'il y a une nécessité de débordement pour arriver aujourd'hui à penser un nouvel équilibre entre social, environnement et économie, une nouvelle façon d'envisager des rapports qui ne soient pas exclusivement sous l'emprise économique et sous l'emprise d'une économie qui de plus est limitée à sa forme marchande. C'est ça, Jean-Louis. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ton dernier travail là, que vous êtes en train de boucler là, enfin? Ça, je vous propose d'en reparler quand il sera terminé. Ça Oui. Mais c'est vrai que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de continuer notre dialogue avec Genauto. Et là, ça renvoie aux travaux qui ont été faits précédemment et qui peuvent aujourd'hui être continués. Ce qui me semble aussi à prendre en compte, c'est un peu ce que l'on a exprimé sous une forme polémique dans le livre qui vient d'être édité, qui s'appelle « Le réveil de l'utopie ». Oui. C'est de montrer qu'aujourd'hui, ce qui est probablement à reconnaître, c'est qu'il y a dans une multitude de lieux des formes de révolte contre un ordre qui est devenu insupportable. Et c'est vrai que peut-être l'ampleur des révoltes qui se sont manifestées en 2019 a été un peu oubliée à travers le rôle qu'a pris la pandémie dans la manière dont on a envisagé l'actualité ces derniers mois. Mais je crois que du Liban à Hong Kong, en passant par le Chili, par un certain nombre de pays européens ou ailleurs, je crois quand même qu'il y a aujourd'hui un moment dans lequel ce qui était devenu l'ordre mondial à travers le néolibéralisme est en train d'exaspérer les populations, ce qui est à la fois une opportunité et un danger maximal, parce que la possibilité, et vous le savez mieux que moi, d'un autoritarisme de plus en plus sectaire est aussi l'un des scénarios qui peut advenir dans cette période de tension. Mais je crois qu'on est dans une période de tension de plus en plus forte entre cet ordre qui était devenu prévalent sur toute la planète et qui est insupportable pour cette planète et qui est en même temps de plus en plus, on le voit, insupportable pour les gens qui habitent cette planète. André, je voudrais remercier beaucoup Jean-Louis et dire qu'on a déjà plein de sujets pour la continuité de notre conversation. C'est vrai que ça donne envie de repartir à partir de ce dernier point-là, qui est très intéressant. On va laisser ça pour une autre occasion. Écoutez, on va essayer de finir l'ouvrage qu'on évoquait tout à l'heure sur la télé. À ce moment-là, on se reparle. Oui, oui.